aujourd'hui, on va plutôt être sur le logement, sur l'évolution des modèles. Donc on vous a pris deux grands quartiers d'aménagement. Le premier, c'est ici donc Bagatelle. Bagatelle qui est un lotissement, qui n'est donc pas une ZAC. Hein. Donc ça veut dire qu'un lotissement, c'est une procédure juridique qui est différente, qui passe par un permis d'aménager. Une procédure qui est normalement un petit peu plus légère et qui permet quand même de faire de l'urbanisation. Mais bon, je laisserai Pierrick en reparler de cette histoire-là. De toute façon, nous sommes tous les deux les urbanistes de Bagatelle, donc si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Et ça va permettre d'essayer de voir un peu l'évolution justement sur cette question des modes d'habiter, la manière dont ça a évolué. Bagatelle, ça a démarré, nous on a démarré nos études en 2009. On est quasiment au bout, il reste un îlot, et c'est pas nous, mais la programmation était de 1250 logements. Donc en 12-13 ans, quoi, à peu près. Donc 1250 logements, c'est un peu plus de 2500-3000 personnes. Hein. Donc c'est quand même un vrai quartier. Vous verrez qu'il y a plein d'autres éléments qui se sont greffés dans ce quartier-là et que c'est vraiment une idée de quartier, de greffe. On est juste derrière le Sillon. Il y a le nouveau parc de la Savèze avec les jardins familiaux. On va y passer rapidement. Et puis il y a tout le parc de Bagatelle qui était extraordinaire. Et puis donc, juste avant de passer la parole à Pierrick, et on passera la parole à Anna après, la question de l'habitat. Comment, vu depuis Saint-Herblain, depuis la collectivité, cette question du PLH, alors tout le monde PLH, plan local de l'habitat, qui finalement gère la question du développement de l'habitat dans la métropole, les objectifs en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité, en termes de diversification de typologie de logement. Vous m'interrogez s'il y a des mots que vous ne comprenez pas. Hein. Typologie de logement, ça veut dire qu'on a soit des logements plus ou moins grands, soit des logements qui sont individuels ou collectifs, ou même intermédiaires. Donc voilà, le PLH, il gère tout ça, et ce qui nous intéresse ici, c'est de comment ça se passe à Saint-Herblain vis-à-vis de ce PLH. Le rapport d'une commune, de la métropole, par rapport au PLH, comment on réussit à tenir ou pas les objectifs, quelles sont les attentes des habitants, enfin voilà, toutes ces problématiques-là. Voilà. Merci, je passe la parole à notre camarade Pierrick, mon compère habituel. Donc la particularité de cette opération de Bagatelle, elle est d'abord dans un territoire habité historiquement du côté du Sillon de Bretagne, qui a été ouvert pour permettre de passer de la ville, on va dire marchande, qui est toute la route de Vannes, vers le Grand Parc. À l'époque, Gauthier disait, l'ancien maire disait, nous allons passer de 4 personnes qui habitent le parc à 2500 personnes. Voilà, c'est ça le mouvement. Et ce parc qui était un parc réservé avec tout ce que comporte un parc historique du 19e, 18e, 19e, avec sa glacière, avec son orangerie, avec son petit château, avec ses grottes, avec son petit étang, etc. En fait, était une enclosure qui va devenir un espace ouvert. Et on développe avec mon petit camarade aussi, Jean-Christophe, des urbanismes traversés et ouverts, donc qui permettent de faire que l'ensemble des publics puissent passer à travers des espaces qui sont des espaces variants, domestiques et pas forcément à cet endroit du travail. Donc un quartier qui s'ouvre à partir du Sillon de Bretagne, qui est un bâtiment emblématique on va dire, du territoire du Grand Ouest. Le Sillon parce qu'il est perché sur la veine géologique, évidemment en émergence comme ça, c'est un peu un signe. C'est l'époque moderne, voilà, qui va cohabiter une suite. On est aussi avec des habitants qui habitent derrière cette grande haie bocagère là, historique, qui sont des maisons. Voilà, ça fait partie du mitage progressif de la ville avec des petites maisons. Il va falloir cohabiter avec ça, c'est pour ça que l'opération qui suit a une partie maison, une partie immeuble. Et puis on cohabite avec un autre ensemble, qui est un ensemble qui se développe ici vers l'ouest, qui est un ensemble qui, on le verra, a posé quelques soucis de cohabitation historique. C'était une programmation un peu particulière, qui n'était pas programmée comme a pu l'être
le grand sujet ici. Et puis on cohabite aussi avec la partie sud, là-bas, qui est une partie qui, elle aussi, est en renouvellement, avec des terrains de sport, avec des équipements publics. Donc on voit bien qu'on est au cœur d'un système dans lequel on va mettre en place un modèle qui est donc urbanisme ouvert et diversité morphologique, dans lequel on va trouver à la fois du bâtiment collectif, du bâtiment du logement plus individuel, et on va engager des cohabitations, alors parfois au palier, parfois à la cage d'escalier, entre les différents publics, qui sont évidemment le logement social pour une part relativement importante, et puis le logement abordable. On est dans la première période du logement abordable. Logement abordable, c'est le logement qui permet à des revenus modestes d'accéder à la propriété. Et puis des logements libres, parce que évidemment on est dans une ville de la diversité. Alors ce qu'on voit ici, c'est à partir de cette partie là qui est le boulevard Marcel Paul, on est sur donc cette cohabitation entre deux opérations, des immeubles de haut port qui sont au milieu, on va le voir, des végétaux matures. On voit à travers ici du logement individuel qui on peut passer là d'ailleurs, ou là, peu importe, on peut passer par là. Donc on a une succession ici d'alignements d'immeubles. On a du stationnement en nombre limité dans l'entrée des opérations pour pouvoir accueillir historiquement, mais on voit que ça bascule, du logement, du stationnement pour les visiteurs. Et puis là on voit l'ancienne trame, la cohabitation des maisons avec la première génération. Et puis on déambule à l'intérieur ici sur du logement social, du logement d'accession. On est donc dans déjà une première vigilance à l'époque de la gestion hydraulique. Vous avez déjà vu dans les opérations que nous avons visitées la dernière fois, un travail sur cette rétention hydraulique avec une façon de gérer les eaux de ruissellement et les eaux de précipitation pour pouvoir assumer notre rôle de limitation du rejet des eaux liées à l'étanchéité des constructions. Il y a quelques arbres qui ont subi les travaux, donc on le voit ici, un chêne qui s'est trouvé en difficulté là, un deuxième qui n'a pas l'air très vioche non plus. Ce qui montre bien que notre travail notamment de fouille, c'est pour ça qu'on est on verra plus tard, mais on est sur des stratégies différentes aujourd'hui. Ici, il y a des niveaux de stationnement en deux épaisseurs pour arriver à assumer. Et on va le voir ici, on est sur des constructions qui sont, on va dire, assez finalement autonomes dans leur fonctionnement. Le long de boulevards qui sont des boulevards structurants. Ce boulevard a été évidemment créé. On verra plus loin, il a donné lieu à un franchissement par un pont au-dessus d'un petit rue. Et là, je te repasse la parole. Bon, si tu veux, oui, puis on peut passer après à Anna, ouais. Ouais. Un petit peu dans la philosophie de... On va avancer en même temps. Ouais, on va avancer en même temps. Dans la philosophie de conception, je sais pas, t'en as pas parlé, je pense, mais dans la philosophie de conception, quand on s'est retrouvé avec ce grand parc de Bagatelle au démarrage, on a fait... Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les stratégies environnementales sont un petit peu différentes, mais déjà à l'époque, on s'est quand même dit... Il y a un patrimoine, et vous le voyez sur la gauche, c'est pas nous qui avons planté ça, c'était déjà là. Les cèdres sont magnifiques. Enfin, là, vous allez voir, là, toute la promenade qu'on fait, elle est extraordinaire. Et effectivement, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait qu'on travaille en creux. C'est-à-dire qu'on n'était pas là pour bâtir du plein partout, mais au contraire prendre en compte
tout le système arboré qui était là, alors qui était issu du château, qui était issu du 18e et du 19e, hein, donc il y avait des structures, des chaînes assez amples, et que finalement, il fallait qu'on réussisse à avoir une emprise. Déjà, on était sobre en termes d'emprise foncière. L'emprise la plus réduite, et ce qu'on avait dit au maire de Saint-Herblain, Charles Gauthier, c'était qu'il fallait qu'on ait une emprise réduite pour pouvoir monter. Et effectivement, alors ça a été les lieux de discussion parce que le sillon de Bretagne n'est pas si loin que ça, qui est déjà un élément haut, hein, le plus haut de l'agglomération, hein, quand il est sur le sillon, c'est le plus haut. Là, il fallait quand même qu'on réussisse à monter, d'une part parce qu'il fallait aller chercher la lumière par rapport aux arbres environnants, et puis réussir quand même à avoir des objectifs de loger les gens, quoi. Donc on n'est pas du tout dans le système très étiré du sillon de Bretagne qui va s'étaler, on est plutôt sur des éléments assez fins qui viennent monter et qui viennent après s'adosser au voisinage, hein. Quand on a vu tout à l'heure les petites maisons qui venaient s'adosser au pavillonnaire, on va voir qu'il y a aussi des petites maisons qui vont s'adosser au ruisseau qui est en contrebas, parce qu'en fait on est dans un petit vallon là, nous on est sur le point au nord du vallon, et en allant vers le sud on va retrouver ce vallon et on va retrouver la rue Zambèze. Voilà, et donc point de vue sur le petit ruisseau en bas, donc là également la rue qu'on utilise là qui sillonne, c'est donc une voie nouvelle, hein. Alors aussi historiquement, nos intentions c'était que cette rue, alors au bout de cette rue, il y a une nouvelle école qui a été, Nelson Mandela, qui a été créée, juste après le petit pont qu'on va apercevoir. Notre idée initialement, c'était que cette rue-là ne débouche pas. C'est que finalement, on est deux impasses, une qui vient de l'Est existante, la rue du Danube existante, et puis la voie qu'on crée nous, et qu'on ait un lien piéton entre les deux, hein, qui permet de mettre à distance, et que finalement l'école se trouve dans cet interstice piétonne, pour que les gens laissent leur voiture et emmènent leurs enfants à pied à l'école, alors sur des parcours relativement restreints, avec effectivement tous les usages accompagnants à côté. Ça, on imaginait des jardins partagés ou les jardins pédagogiques de l'école. Bon, ça a été de très longues discussions. On a essayé de faire passer ça, on n'a pas réussi, puisque maintenant aujourd'hui la rue a débouché. Donc on a imaginé ce chemin sur lequel on est, qui est un chemin parallèle, qui n'est plus cette voie plutôt douce, partagée, qu'on avait initialement comme intention. Mais voilà, ça c'est la vie des projets, c'est les arbitrages qui se font au fur et à mesure. Donc là on arrive à une opération assez récente, celle-ci là. Bon, elle doit avoir 2 ans maintenant. Devant nous, c'est les architectes Barré-Lambeau. Et donc vous voyez là le rapport entre cette verticalité qui permet et puis qui structure ce parc de Bagatelle, hein, vous le voyez partout. Et puis ces petites maisons là en contrebas qui descendent vers le ruisseau et la promenade. On a le château et le château qu'on voit dans le végétal juste devant nous. Cette logique aussi, c'était de dire que les émergences, vous voyez, quand on est ici, et bien finalement, alors quand on fait dos au projet là, on voit une émergence là, et puis après les autres émergences, vous en devinez une là-bas, mais tout au fond à travers les arbres. Mais l'idée c'était qu'on ne dépasse pas tellement la canopée des arbres en fait, un petit peu pour avoir les derniers niveaux un peu privilégiés, mais finalement assez peu au-dessus de cette canopée pour avoir une lecture assez homogène et puis surtout laisser la priorité visuelle à ce parc exceptionnel. C'est vrai qu'ici on a une chance d'être dans un endroit magnifique et une deuxième chance, c'est qu'on est loin de tout ancien site habitat, donc il n'y a pas eu trop le sujet de l'acceptabilité par les riverains. On a construit il n'y a pas de riverains, d'anciens lotissements, etc. Difficulté qu'on a eu plus dans l'opération qu'on visitera plus tard. Donc je pense qu'ici quand même c'est un endroit intéressant parce qu'on voit que c'est la mixité aussi de types d'habitat et de types de projets
Il y a des opérations comme celle de Barré-Lambeau qui ont été rappelées, que c'est des opérations plutôt mixtes, comme on dit, où il y a un peu de logement abordable, un peu de social, etc. Sachant que la demande sur ce site, c'était d'avoir 25% de logement social. Il y a des opérations comme celle en face de GHT Atlantique Habitation qui est en construction où sera que du logement abordable. Et il y a deux autres types d'opérations qui ne sont pas dans le périmètre du lotissement, mais quand même en face on a une résidence personnes âgées qui a été portée aussi par la ville. Et le château dont parlait Jean-Christophe, là c'était une propriété et c'est je ne sais plus le nom, mais c'est un privé, toujours un promoteur qui l'a acheté, il l'a transformé en 9 logements libres, donc c'est des logements de qualité, ils ont renouvelé. Et je pense qu'on a quelques expériences sur Saint-Herblain, notamment de vieux bâtis qui sont aujourd'hui repris par des promoteurs et transformés en logements. C'est aussi une façon de conserver du patrimoine que sinon, ce serait difficile pour chacun d'entre nous, je pense, de pouvoir se permettre d'entretenir des bâtiments de cette taille. Et donc c'est des démarches qui sont plutôt intéressantes. Sur ça, peut-être deux mots sur le programme local de l'habitat. Donc vous l'avez dans votre document qui vous a été donné. Effectivement, l'ambition métropolitaine est importante, 6 000 logements par an, dont 2 000 logements sociaux. La ville de Saint-Herblain participe à cet effort depuis 2019 avec un objectif de 450 logements par an. Sachant que Saint-Herblain avec Nantes, c'est les seules communes de la métropole qui ont plus de 25% de logements sociaux, qui est le besoin aujourd'hui pour ne pas être soumis à des amendes de l'État, hein, clairement. Par contre, quand je suis arrivé moi en 2017, Saint-Herblain était à 27, quelque chose, et aujourd'hui on dépasse de peu le 25%. C'est-à-dire que malheureusement ces dernières années, on a beaucoup moins construit. Par rapport aux données que vous avez sur ce livret, il faut savoir qu'en 2018, on était encore à 480. En 2019, c'était 150 logements autorisés. Bon, la conjoncture économique, ensuite le Covid, ensuite on fait que, et aussi la difficulté du marché de la construction, du marché foncier, etc. On fait que malheureusement, même Saint-Herblain, mais globalement la métropole, on a du mal aujourd'hui à atteindre les objectifs qu'on s'est préfixés. Des opérations comme Bagatelle, comme les ZAC, il y avait ZAC de la Pellusière qu'on va visiter, aujourd'hui il y a ZAC de la Bolle sur le boulevard Charles Gauthier, vers Atlantis, tout ça. C'est l'occasion pour les villes de pouvoir promouvoir cette mixité, de pouvoir assurer les logements sociaux qu'il faut, et d'être quand même resté maître de ce qui et accompagner le promoteur, être maître de ce qu'il se fait. Pour finir, il y a le volet qualité, on aura peut-être l'occasion d'en parler après des logements, qui est aujourd'hui très important. C'est la raison pour laquelle la ville de plus en plus travaille quotidiennement avec les architectes et les promoteurs pour assurer la qualité des projets. Il ne faut pas juste que le bâtiment soit beau, intéressant vu de l'extérieur pour nous qui passons devant, il faut aussi que les gens qui vivent aient envie de l'habiter. Il y a un changement de culture, construire la ville sur elle-même, vouloir rester à proximité des centralités et donc accepter d'être en logement et pas maison individuelle. Et c'est pas toujours simple, hein, parce que comme disait Bayver, on fait des maisons individuelles aujourd'hui, mais on a moins de place, donc malheureusement on peut en faire de moins en moins, même si Saint-Herblain s'y attache. Il y aura toujours des programmes dans ce sens. On fera juste et une voilà. petite intervention sur la morphologie, là, parce que c'est assez Ah oui, je passe la parole. Quand on parlait de morphologie tout à l'heure, on est donc sur, vous le voyez ici, sur des variations à la fois volumétriques, donc avec des bâtiments de haut port comme celui qui est à droite, puis progressivement descendant, des mises en scène intermédiaires pour mettre des végétaux en scène, comme ce cèdre qui est derrière, je pense que ça n'est pas un Atlantica. Et puis, plus bas dans la pente, on est sur du logement intermédiaire. Donc on a à cet endroit 3 types d'habitats. On n'a pas les maisons individuelles parce que ça commençait à devenir très compliqué à faire. Quand on a fait, nous, la première, c'est une situation qui a fait la première là-bas, on a fait des maisons,
Mais c'est une des premières opérations. Et on a arrêté ensuite parce que c'était d'une consommation trop importante au sol. Donc on a finalement progressé vers du logement qui était du logement plus collectif, avec des variations collectives. En fait, le principe de l'aménagement de Bagatelle et de tous les chemins qu'il y a autour se fait une fois que les bâtiments sont livrés, pour permettre aux gens effectivement de pouvoir sortir de chez eux, et voilà. Donc tout ça c'est lié dans le même synchronisme, mais effectivement ça se fait par morceaux. C'est-à-dire que nous, nos interventions dans l'espace public se fait tranche par tranche en fait. On suit les bâtiments finalement, c'est comme ça que ça se passe. Oui, à droite, ce qu'on peut voir aussi, c'est que toute la partie mobilité douce se met en scène. Et sortie. Donc à quoi servent ces locaux? Ce sont des locaux vélos bien sûr, mais en même temps ils peuvent être éclairés la nuit, ça permet de jalonner les circulations et ça permet de mettre en visibilité ce mode alternatif de mobilité que l'on commence déjà à cette époque du projet à mettre en œuvre pour que la voiture commence à diminuer d'intensité. Il s'avère qu'il y a un certain nombre de situations différentes. Ici, on a des véhicules qui sont assez bien gérés en sous-face. Donc on est sur des espaces qui sont des espaces de paysage. Vous avez vu que sur l'opération précédente, il y a eu une pression pour rajouter des véhicules qu'on ne voulait pas en surface et qui finalement ont encombré le périmètre du bâtiment. C'est aussi lié au fait qu'on est sous une certaine pression de stationnement liée historiquement à une difficulté de gestion sur l'opération qu'on a croisée de l'autre côté, là-bas vers l'ouest. Et en même temps, il y a une demande forte encore, parce qu'on est très loin de ne plus subir la pression véhicule, on a encore une pression assez forte. L'autre élément, peut-être qu'on n'a pas décrit en marchant, c'est tous les bassins qui sont les bassins hydrauliques des espaces publics. Donc on en a ici à droite, il y en avait un autre quand on est passé en contrebas tout à l'heure. Là aussi, à côté de du petit rue qui passe au creux de ce petit val, qui arrive du sillon de Bretagne à gauche, et des jardins aménagés qui sont les liaisons ludiques entre le grand bâtiment collectif multifonctionnel lui aussi, et puis cet espace qui est ici, puis l'école que nous avons devant nous là-bas, qui a été un des premiers actes. Alors c'est toujours le système de la métropole ici, c'est créer des équipements publics en préambule de la création de la ZAC pour montrer aussi l'intérêt public de mise en relation entre les structures publiques et les structures habitantes. Ici, on est sur des anciens murs des vergers du château, en fait, dans lesquels on retrouve des architectures qui sont des architectures plus anciennes que cohabitent évidemment les bâtiments nouveaux. Ce sont des mises à disposition évidemment pour les publics de ces caractères particulièrement qualitatifs. Ici, une vision de ce que sont les liaisons entre les bâtiments collectifs et les bâtiments de plus petite morphologie, donc plutôt de type logement, des logements intermédiaires. Alors c'est des intermédiaires collectifs, mais petit format et petite jauge, dans lesquels on a ce cheminement public qui passe à proximité, avec, vous le notez à droite, le cheminement de l'eau ici qui récupère là aussi toute l'hydraulique des toitures. Et puis la cohabitation immédiate avec des chaînes centenaires qui permet à chacun d'être... comment il y a la passerelle. On va pas pouvoir passer par la passerelle. Et on va aller vers de l'autre côté du petit rue. Ici on est devant nous avec les anciens murs du bassin, du bassin du château. Et là encore, on est dans la mise à disposition de ce territoire particulièrement qualitatif pour les habitants. Et c'est une vocation et une demande extrêmement importante, évidemment. Alors, merde, dans l'autre sens, putain. Donc là, à travers ce petit bois bucolique et ce charme
étonnant, hein. On est plutôt en forêt qu'en ville, il faut quand même se le dire. Il faut savoir que tout le travail qu'on a fait de cahier des charges, puisqu'on impose aux promoteurs, aux opérateurs, un cahier des charges, avec particulièrement un plan fait avec le paysagiste, de mise à distance des arbres pour assurer leur pérennité. On l'a vu tout à l'heure, là, dans une des premières opérations, quelques chênes ont été déjà coupés, parce que à l'époque, c'est-à-dire il y a 10 ans, on n'avait pas les mêmes préoccupations par rapport à ces problématiques naturelles, et aujourd'hui on a une vraie attention, et ça devient, et d'ailleurs Jérôme Béranger qui est là, salut, ça va, il nous racontera cette histoire-là de contraintes, mais de qualité du paysage, qui fait que finalement la forme du bâtiment sort de ce paysage, avec l'ensemble des mises à distance qui sont nécessaires pour pouvoir réussir à répondre à un programme. Donc c'est vraiment, tout à l'heure je vous parlais de la question de la construction en creux, et on est vraiment dans ce dispositif-là, c'est-à-dire qu'on ne construit qu'à l'endroit où on peut construire, en étant très bienveillant par rapport à l'environnement qui existe. Et puis effectivement l'idée c'est d'essayer de monter. Alors ça pose plein de questions, parce que d'abord ça pose des questions d'organisation des logements, et je sais que la ville de Saint-Herblain est très attentive à l'organisation des logements, sur les vues, sur les ensoleillements, sur la question des intimités, mais ça pose aussi la question du stationnement, parce que le problème c'est qu'à partir du moment où on compacifie un bâtiment, plus il est étroit, plus ça devient compliqué de venir mettre du stationnement, surtout quand on ne veut pas faire X niveaux en sous-sol. Donc vous voyez, c'est toutes ces problématiques-là qui sont extrêmement complexes, je pense intéressantes, mais complexes, dans un sujet de construction de logements qu'on veut de qualité, dans un site qui est exceptionnel. Donc nous accueillons Jérôme Béranger de l'agence Béranger Vincent, qui est donc l'architecte de ce bâtiment en finition. Et puis justement, il est là pour nous expliquer et nous raconter. Je pense que ce qui nous intéresse, c'est aussi que tu puisses nous parler de la manière dont vous concevez les logements depuis leur intériorité et leur rapport à l'espace extérieur et aux usages que vous voulez y mettre. Ok ? Alors je te passe le petit... Là, c'est toujours un petit peu une petite manip. D'abord, merci d'être là, hein. Je te remercie. Attention, voiture. Sur cette parcelle qui s'appelle, donc c'est l'îlot H. Une parcelle incroyable, comme le disait Jean-Christophe juste avant, c'est incroyable parce qu'on fait face en fait à un environnement exceptionnel. Je pense que c'est assez rare d'avoir l'occasion d'être aussi près des arbres et puis avoir une qualité d'arbre aussi comme celle-ci, des cheminements qui l'abordent, et aussi la présence d'un manoir que vous avez peut-être pas encore vu, je ne sais pas. Dans les interstices végétales. Qui va se situer, alors là on est à l'est, donc c'est tout à l'opposé, à l'ouest, on a des vues imprenables sur le manoir de Bagatelle. L'objet du concours, effectivement, ça avait été, quand il avait été lancé, ça avait été de construire une trentaine de logements, 28 précisément, aujourd'hui, sur une parcelle incroyablement contrainte, par sa forme principalement. Ici, il n'y avait pas d'arbre quand on est intervenu, contrairement à certaines parcelles, je pense à celle-ci où le parti était encore plus complexe. Et on n'a pas une déclivité aussi très prononcée. On a un terrain qui reste relativement plat. Et effectivement, quand on a une parcelle exiguë avec une forme qui n'est pas droite, ça simplifie jamais les choses. D'autant qu'on a aussi beaucoup de stationnements à venir positionner là, et dans un site comme celui-là, on n'a pas envie de les voir, les stationnements. Donc en fait, on fait l'effort de les mettre tant qu'on peut en sous-sol, sans avoir à abîmer trop le terrain, parce que qui dit dès qu'on creuse, on va toujours au-delà du simple trou, hein, et du système racinaire des arbres. Donc on a un parking qui est extrêmement important dans la construction même du projet, donc qui est limité à une petite emprise en souterrain, et on va retrouver quand même du parking en aérien qu'on protège avec une pergola. Vous pourrez voir tout à l'heure juste la superstructure en béton, mais qui va être habillée par la suite en bois.
Ce qu'on a essayé de faire, c'est effectivement de travailler sur une compacité très forte, justement, pour libérer le maximum d'espace préservé sur cette parcelle. Donc on a un noyau central qui va distribuer 4 à 5 logements par palier. Donc on a au niveau de la circulation aucune perte, on va dire, d'espace au profit de la qualité des logements. C'est un projet qui propose à chaque logement des espaces extérieurs assez généreux. Je pense l'idéal, ce serait d'aller sur la façade sud. Mais là, vous les voyez déjà, on les voit les terrasses. Ouais. Là, ça s'achève d'ici 2 semaines. En fait, on aura terminé tous les balcons extérieurs. Donc, façade est, ça va vraiment changer considérablement ici. On voit ce que ce sera quand on est là. Donc je le disais tout à l'heure, c'est des logements qui ont la chance d'avoir des vues exceptionnelles. Mais c'est aussi des logements qui profitent de plusieurs orientations. Dans la majorité des cas, il y a quelques logements mono-orientés ensuite, des petits logements. Mais la plupart sont doublement orientés, avec des typologies de bâtiments en angle. On aperçoit le parking dont je vous parlais tout à l'heure, ici, là, avec une rampe qui mène à... Il y a un travail de paysage assez important aussi qui est mené avec les paysagistes avec lesquels on travaille sur le projet pour accompagner justement de façon beaucoup plus agréable un cheminement vers le parking. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous regardez bien les barrières de chantier, on comprend la forme et la contrainte de la parcelle qui se referme sur la partie ouest. Vous apercevez du béton sur la partie du rez-de-chaussée. En réalité, c'est un bâtiment qui propose très peu de béton. L'idée, c'était ici de bâtir un bâtiment tout bois. Donc on est sur une construction assez rare puisqu'on arrive en logement collectif, on monte sur quasiment à 25 mètres en R+7 donc avec une structure bois à partir du rez-de-chaussée. C'est-à-dire qu'en fait le rez-de-chaussée, le parking, aujourd'hui on ne sait pas faire en bois pour des raisons de comportement au feu. On a juste un noyau de distribution en partie centrale donc qui comporte l'ascenseur et l'escalier qui est construit en maçonnerie. Et après, en fait, on a des planchers, vous êtes juste devant la publicité de l'entreprise, des planchers hybridales. C'est un concept développé tout à fait récemment par l'entreprise Cruard, qui propose des planchers mixtes bois-béton. En fait, on a des solives bois avec un espacement très resserré on est sur la solive bois assez classique parce qu'on est sur 24 cm de hauteur sur lesquels en fait on a une dalle béton collée par l'entreprise, une petite dalle béton qui fait juste 7 cm. Pourquoi du béton? Tout simplement pour des raisons acoustiques. Faire des planchers bois, ça reste compliqué et très ouvrageux. Là, c'en est pas moins compliqué. Pour tout ce qui est sujet de passage de réseau, c'est une histoire bien complexe en chantier. Question d'inertie aussi, non? Non, parce qu'en fait, comme on rapporte un revêtement de sol au-dessus, finalement, on perd même l'inertie. Donc c'est vraiment pour limiter même les vibrations du plancher. Là, en fait, même quand ça a été posé en cours de chantier, qu'on avait juste les façades, les planchers, on sentait encore que c'est une souplesse du sol. Depuis qu'on a posé les cloisons, que tout arrive, c'est bon, c'est stabilisé. Donc toutes les façades sont également en ossature bois. C'est des éléments qui sont préfabriqués, construits dans l'atelier de l'entreprise et qui sont posés au fur et à mesure par petits éléments. Mais la façade est réellement en bois aussi. Si on n'a pas de bardage bois, c'est un choix esthétique, mais c'est aussi un choix réglementaire. On ne peut pas poser du bois sur un bâtiment de cette hauteur-là. En tout cas, coupé par étage, c'est ça? Voilà, c'est ça, en bardage.
En tout cas, le bois, on le retrouve finalement sur la structure des balcons, y compris le revêtement des balcons. En fait, tout est réellement en bois, on ne vient pas rapporter de revêtement supplémentaire par-dessus. Tu as une étanchéité pour éviter qu'on se récupère la pluie du voisin du dessus ou pas? Alors en fait, c'est tout simplement, on voit quasiment la coupe du plancher. En fait, c'est des lames qui sont rainurées et qui vont renvoyer l'eau vers l'extérieur. En fait, on a juste 1% de pente sur chaque lame. D'accord. Ah oui, donc c'est Ouais. le rainurage qui fait ça, l'étanchéité ouais. et puis la pente. C'est ça. C'est un principe qu'on a développé à plusieurs reprises avec cette entreprise sur d'autres projets. En fait, c'est un principe en fait classique au niveau du mur ossature bois. Ouais. En fait, vous avez des membrures en bois qui sont posées à peu près tous les 60 cm, remplies d'isolant. On remplit à nouveau d'isolant à l'intérieur. Oui, je vous laisse voir. Très bien, c'est hyper pédagogique. Ça, c'est Ouais. parfait. Oui, vous arrivez au moment hyper pédagogique. où on voit encore le principe constructif. Oui, sur le principe d'isolation de ce type de bâtiment, l'avantage c'est qu'en fait on va profiter d'une part importante d'espace pour isoler sans surépaissir les murs. On est sur des murs là, qui font 35 cm, tout compris un bardage, plaque de plâtre posée à l'intérieur. Donc on va avoir un isolant entre membrures, un isolant rapporté en intérieur. Quand vous êtes dans un mode constructif plus classique, en béton, vous allez pouvoir mettre l'isolant à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est des procédés qui sont très différents. Il y en a et qui vont rapporter la plupart du temps finalement plus d'épaisseur de mur que celui-ci, quoi. Les bacs aciers, j'en ai vu un peu à pas mal d'endroits ici. D'où ça vient l'idée de remettre ça, qui donne un aspect assez industriel, quoi, qui tranche avec le bois, je trouve. Mais Là, l'idée, c'était aussi de trancher avec le bois, justement. C'était par contraste de mettre en valeur le bois. d'accord. Il y a vraiment des problématiques de comportement au feu, en fait, aussi, des règlements qui sont très très stricts, donc on ne peut pas mettre n'importe quel type de matériau. Ici, non, moi, on n'aura pas d'aspect industriel véritablement, en fait. Je pense que quand ce sera fini, je pense qu'il faut regarder surtout le R+2 et R+3, là où on a les garde-corps qui sont posés. Ça restera un matériau d'arrière-plan, en fait, ce qu'on a mis. L'avantage, c'est que c'est aussi la contrainte sur un site très boisé, c'est qu'on va avoir un phénomène lié au vieillissement des façades. C'est ça qui peut être un peu plus accentué. L'avantage, c'est comme une voiture, ça se nettoie. C'est extrêmement simple. On a fait, il y a 20 ans de ça maintenant, une maison qui utilisait ce matériau-là. Elle n'a pas bougé. Ça se nettoie incroyablement facilement. Au niveau ravalement, ça revient moins cher. Ah bah oui, on nettoie, c'est tout. Ça se nettoie à l'eau. Donc, Et c'est du bois exotique ou c'est un bois non, c'est des bois locaux, français. L'entreprise a un engagement, elle ne travaille qu'avec des bois français. Et c'est du pin. C'est un pin qui a un classement, on parle de classe 4, c'est son comportement à résister aux intempéries et aux xylophages. Il y a un traitement particulier. Il y a un traitement particulier en fait. Là, vous le voyez, il a un traitement un peu marron. C'est une couleur de traitement en fait. Là, s'il n'a pas de traitement, il ne tiendra pas dans le temps. Donc on est obligé d'avoir un traitement. Ça va légèrement vieillir. On a réalisé il y a 8 ans à peu près, pas très loin d'ici, un bâtiment aussi avec des façades bois, dans un principe assez similaire, la même essence. Il a changé un peu de couleur, mais ça ne sera pas formidable en fait. Ça restera un bois qui va griser légèrement. Il faudra le retraiter après? Non, pas du tout. Non, c'est traité à cœur. Il n'y a pas besoin de le faire. Au niveau de l'isolation, vous disiez qu'il a la structure bois. Mais quels sont les matériaux aujourd'hui qui sont utilisés? Est-ce que c'est des matériaux plutôt proches de la laine de verre ou est-ce que c'est des matériaux biosourcés? Quand on peut, on met des matériaux biosourcés. C'est une histoire d'argent. Je ne vous cache pas que cet immeuble coûte très cher. Ouais. Coûte très cher. On est sur un projet qui fait à peu près 4 millions d'euros pour 28 logements. On a mis
pas loin de 1800 mètres carrés. Ça fait 2200 € le mètre carré de coût de construction. Ouais. Je parle pas des frais des autres hors taxe travaux, je parle pas des frais annexes d'études diverses. Donc c'est un sacré pari pour le promoteur de s'engager sur un tel coût de construction, sachant qu'il ne peut pas non plus augmenter à l'infini les coûts de vente. Donc il y a parfois des choix, effectivement, on aurait voulu mettre des matériaux parfois, en tout cas en isolant des matériaux beaucoup plus propres, là c'est pas le cas. C'est pas le cas. L'effort a été fait sur le bois, on est sur un immeuble qui est de niveau biosourcé niveau 3, ce qui est assez rare, hein, ça va devenir la norme. Il y en a pas. Donc ça veut dire que les appartements vont coûter de plus en plus cher. Ce genre d'appartement, ça va. Sauf si on recyclage peut-être, je sais pas. Voilà. Recyclage à long terme. Ouais. Alors sur les coûts de vente, je sais pas. Enfin, il faut que l'équation puisse être bonne. Enfin, à un moment donné, il doit dégager une marge. Le promoteur, ça restera toujours la règle. Mais oui, c'est vrai qu'on est sur des coûts qui sont plus forts qu'une maison individuelle. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes incapable d'être en ville, dans un bois, tout seul en maison individuelle. Essayez de me trouver la parcelle, là, je veux bien, je vais avec vous. Ça n'existe plus, c'est fini. Et pour faire parfois un peu de maison individuelle, construire à 2200 € aujourd'hui, on ne saurait pas faire mieux. Alors maintenant, la maison individuelle, c'est 3000. Oui, voilà, donc ça reste moins cher. Et puis il faut dire que vivre en immeuble collectif, c'est très sympathique. Moi, j'en sais quelque chose, que je suis un des architectes qui vit en collectif. Et donc, c'est extrêmement sympathique, extrêmement bien fait, extrêmement moins coûteux. On ne peut plus faire des maisons individuelles parce que les maisons individuelles ont tellement de déperdition qu'elles ne peuvent pas être conformes aux réglementations. On ne sait faire la nouvelle réglementation, le nouvel effort, on va dire énergétique, que quand on est avec du regroupement et une certaine compacité. Tout à l'heure, tu disais le bâtiment est compact. Oui, il est compact aussi pour cette raison. C'est-à-dire que on ne va pas chercher des performances comme ça en s'étalant dans la campagne. Ça n'existe plus. Et ça n'existe plus pour le bien commun. Et c'est la raison pour laquelle les architectes travaillent énormément sur le confort du logement, l'intimisation, on voit ici les claustras entre les logements, la question de l'enveloppement aussi, pour éviter qu'on ait des brandes partout et qu'on ait des gens à l'intérieur de ces extensions du logement généreux, c'est-à-dire qu'on a des grands espaces. En urbanisme, on compense le collectif par des espaces extérieurs qui permettent de cohabiter dans des lieux qui sont magiques, parce que c'est magique en fait ici. Et donc cette manière de faire l'urbanisme, de faire le bâtiment, appartient à un autre modèle, qui est un modèle qui a quitté le modèle des années 60 du logement individuel et de l'indépendance et de l'isolement, au profit d'une vie collective harmonieuse. C'est ça le sujet. Et c'est dans cette direction que nous allons. On ne va pas ailleurs que là. Donc le travail est à faire dans la direction du confort, de la relation habitante, de vivre ensemble. Alors il y a des mots, valises, qu'on entend souvent, mais la question c'est le confort collectif et le confort individuel dans le collectif. C'est ça le sujet. On a d'ailleurs dans ce projet des espaces communs aussi qui ont été, ce qu'on retrouve de plus en plus dans les demandes quand on vient habiter un bâtiment collectif. Là on a proposé une terrasse commune en plus sur la... Non, c'est là où le bâtiment se décroche en fait. Là-haut ? Ouais. Il y a un décrochement. Il y a un décrochement. Sur ce grand décrochement, en fait, il y a des terrasses qui vont être privées, mais au milieu, entre les terrasses privées, on a vraiment un espace commun, alors qui en plus propose une vue exceptionnelle parce qu'on a la vue sur le manoir. Donc on imagine bien que les gens auront l'occasion d'aller se retrouver là pour boire l'apéro ou autre. Ouais. Et je me posais la question, en fait, ce plateau-là, en fait, il ne va pas être utilisé, là. C'est pour les véhicules. Oui, en fait, au-dessus, on vient remettre des éléments bois pour filtrer ce niveau de parking, que les gens qui soient dans les logements dessus n'aient pas à avoir des voitures. Ah oui. Voilà. Il y a des voitures. C'est un principe de pergola. Il y a des voitures à rez-de-chaussée. Oui, j'ai vu ça. Et en fait, la structure, elle permet d'avoir une pergola. Ouais. Pour faire pousser du végétal, pour filtrer, pour éviter qu'on voit les voitures. Ouais. Les balcons, là, ils apportent beaucoup d'ombre, je pense, aux appartements.
Alors on est plein sud, donc ici, Ah oui, d'accord. ici j'ai envie de dire tant mieux. Ouais. Oui, puis surtout avec le réchauffement. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que là, comme c'est des espaces très boisés, on se dit la lumière. Enfin, Mais l'hiver, c'est principalement des chênes, donc Oui, l'hiver, je les vois. feuilles tombent. ouais. Il va y avoir Oui, là, ils sont le plein ramage sud, bah est oui. quand même plus. Non, perméable. alors, en fait, à chaque fois qu'on vient sur le chantier, quand on est dans les logements, Oui. on est un peu happé par la vue en fait. Non, mais c'est vrai, on a toujours envie de rester là, c'est tellement voir les arbres. Et plus on monte, plus on a de lumière aussi en fait. Il y a aussi ce phénomène-là. Mais c'est vrai que dernièrement, on se disait que c'était plutôt un avantage d'avoir un peu d'ombre. L'évolution des... C'est quel type de logement alors là en fait, ça va de quel type à quel Vous allez jusqu'au T4 en fait. Et ça T2, commence, T4. T2, T4. Ouais. Voilà. Avec des logements, en fait, on a travaillé sur un principe de modularité. Aussi, c'était un peu l'avantage de ce projet, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes sur un noyau central béton et puis ensuite tous les planchers bois, la structure étant rapportée en façade, on peut décaler les séparateurs entre logements. Donc c'était un travail qu'a mené le promoteur avec une boîte qui s'occupe de proposer à la vente effectivement des modularités. On l'avait pensé comme ça, on l'avait même pensé comme ça jusqu'au balcon, en se disant qu'on pouvait, on a une espèce de superstructure dans laquelle on peut pouvoir même étendre le balcon. Bon, ils n'ont pas poussé le bouchon, c'était faisable, mais ça pas. Voilà. À l'avenir, on peut imaginer qu'il y ait une demande d'extension de balcon qui soit faite. Ouais. Tant que ça reste dans la structure. Oui, on voit bien dans les creux qui existent là. On Exactement. peut très bien dire, à un moment donné, On pourrait faire des balcons. on peut rajouter les balcons. Quoi. C'est ça. En tout cas, les espaces extérieurs sont très généreux à l'échelle de la pièce de vie. Ouais. En fait, en énergétique, le chauffage, c'est relatif. C'est-à-dire que les bâtiments sont de moins en moins consommateurs. Ce qui coûte très cher, c'est l'eau chaude, parce que c'est de la haute énergie. C'est pour ça qu'on a un argument à chaque fois de production d'eau chaude sur les opérations, qui sont soit des productions qui sont publiques, de type chauffage urbain par exemple. Réseau de chaleur. Réseau de chaleur, donc ça c'est un prix de thermie qui se négocie entre la métropole et le fournisseur qui est forcément un privé. Et puis il y a des systèmes qui sont plus ou moins individuels sur la production énergétique d'eau chaude performante. Il y a parfois des systèmes collectifs qui se mettent sur les toitures, parfois des systèmes individuels qui se mettent à l'intérieur avec notamment des ballons thermodynamiques. Soit il y a des systèmes qui sont plus ceux qu'on veut mettre aujourd'hui, qui sont le gaz, qui existe encore sur un certain nombre d'opérations. Et donc la question aujourd'hui, elle est fondamentalement sur la production de l'eau chaude, puisque c'est ça qui évidemment fait exploser le rendement énergétique des bâtiments. Donc c'est une question technique sophistiquée. Je fais juste une petite aparté. On est sur un bâtiment ici entièrement menuisé. On est sur un bâtiment ici entièrement béton. On est donc sur deux générations différentes avec deux partis pris différents. Ouais. Celui-ci, vous l'avez compris, est un parti pris extrêmement engagé, qui est à la fois engagé de la part de l'architecte, de la part de l'investisseur, et avec des prix de sortie dont on rappelle quand même qu'ils sont mesurés parce que l'institution intervient sur le prix de sortie du logement. Donc ça ne monte pas comme ça librement dans les opérations qui sont des opérations encadrées comme ici, comme on peut en avoir sur la métropole. Là où on a plus de difficultés, c'est sur le prix du logement, c'est sur les opérations libres dans lesquelles c'est le jeu de l'offre et la demande, sur lequel on voit bien, ça peut aller taper jusqu'à 7 000, 8 000, 9 000 euros du mètre carré à Nantes. On va avoir une opération totalement libre là tout à l'heure. Ouais. Donc la variation, c'est 2008 pour le logement abordable, de mémoire, jusqu'à 6 500, 7 000. Donc on voit bien les écarts. Et les écarts, c'est le profit en fait. Voilà. Bon, merci. Jérôme, on te remercie. Merci, on remercie Jérôme pour son intervention. Voilà. Les petits applaudissements qui vont bien.
le coût de la construction et toutes les nouvelles contraintes qui sont aujourd'hui de plus en plus fortes et normées. Et que aussi pour les collectivités doivent aussi apprendre à faire avec. Hein. C'est clair que les attentes, notamment des élus, sur la qualité des opérations, la qualité des logements, l'accueil de nouveaux arrivants, etc., ben, forcément, souvent, ils se trouvent à devoir négocier avec ces contraintes de la construction d'aujourd'hui. L'opération dont l'architecte Vincent vient de nous présenter, c'est une opération que pour nous a été un défi. J'avoue que c'est un cas où le promoteur a joué le jeu. Je pense qu'il a dû pas gagner grand-chose dans cette opération. On est aussi sur une opération qui est 100% libre. C'est-à-dire, effectivement, c'est des logements qui sont vendus plutôt. Je pense qu'aujourd'hui à Bagatelle, on est autour de 5 000 € le mètre carré pour être clair sur les dernières opérations. Ici devant nous, on voit bien le contraste déjà de l'image architecturale. Ici, on a une opération qui est portée par Harmonie Habitat et qui est sociale et qui est abordable. Donc les prix, bien sûr, de vente ne sont pas les mêmes. Et là, on le ressent même sur la qualité et le travail qui a été fait sur l'architecte, mais c'est une architecture qui est plus simple et il n'y a pas toutes les attentions à la construction bois, etc. Donc on sait que pour la mixité, porter la mixité sociale et la mixité d'habitat, on peut toujours faire attention à il y a certains sujets qui sont bien sûr obligatoires, hein, un espace extérieur habitable par logement, des formes d'appartements de qualité, les doubles expositions de que possible. Il y a des sujets que pour les collectivités aujourd'hui sont toujours non négociables. Après, c'est clair qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on est obligé à trouver un compromis pour assurer la qualité de certaines prestations qui sont plus importantes. L'opération qui est en face, effectivement, là aussi, c'était un bailleur. Alors là, j'avoue que j'ai envie de c'était Atlantique Habitation. Oui, je crois que c'est Atlantique Habitation avec Tétrarque. Oui, avec Tétrarque. Ouais. Donc là aussi, c'est une opération plutôt abordable et sociale. Il y a des très belles vues. Oui, il y a des très belles vues. Donc là aussi, il y a les vues, les espaces extérieurs qui ont été privilégiés. Il y a des logements, aujourd'hui le sujet du logement atypique, quand on dit logement atypique, c'est des duplex ou des formes particulières, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant pour assurer de nouvelles qualités et faire un peu accompagner ces changements de type d'habitat vers le logement collectif. Et là, il y a quelques exemples de cette opération qui est plutôt intéressante. Donc effectivement, le terrain, je rappelle, ce terrain de 20 hectares était un terrain privé qui appartenait au château là. D'ailleurs, c'était la famille Champy. Ce terrain a été acheté, enfin négocié en achat progressif par un aménageur local qui s'appelle Loire Océan Développement, qui est un des 3 aménageurs de la place métropolitaine. Les 2 autres, vous les connaissez peut-être, c'est Nantes Métropole Aménagement et l'autre sur l'île de Nantes, c'est la Samoa. Donc LOD fait partie de ce triptyque. Et donc LOD a acheté au privé, au Châtelain, pour faire court, le terrain et a fait une consultation d'urbanistes sur le sujet. Et suite à ça, les études ont défini des lots. Ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire en préservant les trames végétales, on a défini des lots qui donc ont fait l'objet d'études particulières de notre part au niveau urbanistique, de fabrication, de cofabrication avec l'aménageur, la ville et la métropole, de ce qu'on appelle des cahiers de prescription architecturale, paysagère et urbaine, qui définissent justement l'ensemble des paramètres dans lesquels l'opération doit s'inscrire. Les obligations qu'on donne aux promoteurs. Alors, on parlait tout à l'heure de niveau de matériaux biosourcés par exemple, mais je vous ai aussi parlé des contraintes d'implantation par rapport
au végétal. Bon, tout ça, ça fait partie de ce cahier de prescription, accompagné de ce qu'on appelle un document graphique qui s'appelle la fiche de l'eau. Cette fiche de l'eau retranspose finalement d'un point de vue graphique ce que le cahier raconte d'un point de vue écrit. Ces deux éléments sont complémentaires et servent de base à la conception du bâti qui va s'implanter sur cet îlot. Et là, c'est effectivement ce que je voulais aussi dire, c'est que particulièrement à Saint-Herblain, il y a une vraie implication des services et des élus dans le choix de chacun des promoteurs et architectes. Alors c'est plus ou moins le cas dans les collectivités, mais particulièrement une vraie implication au niveau de Saint-Herblain à ce niveau-là, parce que les promoteurs sont consultés. Alors soit il y a deux types de consultations, soit on consulte d'abord les promoteurs et après le promoteur choisi consulte plusieurs architectes, soit on fait directement l'association promoteur-architecte qui sont consultés. Ça dépend des îlots, ça dépend des tendances, enfin bon, il y a plusieurs raisons qui font ça. Mais de toute façon, à chaque fois, il y a eu concours. Il y a eu concours de plusieurs équipes. Les concours donc, sont cadrés par le fameux cahier des charges, alors pas que ça, hein, parce qu'il y a aussi après des problèmes d'économie de projet, d'impact financier, de coûts de sortie du logement, de coûts de construction, voilà, tout ça c'est réglé, hein, tout ça c'est prédéfini dans ce type de concours. Le concours fait donc l'objet d'une présentation de documents graphiques par les architectes et leurs promoteurs, hein, c'est-à-dire qu'ils rendent des panneaux dans lesquels on voit des perspectives de ce que va être le bâtiment futur, et fait aussi l'objet d'une audition. Dans cette audition, vous avez l'aménageur bien sûr, puisque c'est lui qui commande le projet, mais vous avez la ville de Saint-Herblain, vous avez donc représenté par ses services et par ses élus, et puis vous avez nous-mêmes en tant qu'urbanistes, rédacteurs de ce cahier des charges. Et c'est à l'issue de ce jury qu'est choisi un des groupements promoteurs architectes pour construire le projet. Donc c'est tout un processus qui est mis en place, qu'on voit qui est un processus assez long, parce qu'une fois que vous avez choisi le promoteur architecte, grosso modo, votre bâtiment il est livré 2 ans après. Hein. Vous comptez 1 an d'études, 1 an de chantier, c'est à peu près ça. Donc vous voyez qu'on est dans un processus long, qui est dans un processus collaboratif, où là il y a énormément d'intervenants qui sont là, mais qui sont là aussi pour cadrer l'ensemble des objectifs qu'on peut se donner, puis essayer de préserver au mieux le cadre de vie, et puis d'offrir des logements les plus confortables qui soient pour les futurs habitants. Alors là, on est chez qui là? Je sais plus. C'est Bâtinante. Ah bah c'est du Plantier ça? Non, c'est pas. Si, c'est du Plantier. C'est l'architecte du Plantier de Paris. Ouais. Donc promoteur Bâtinante, architecte parisien du Plantier. Alors voilà, plusieurs bâtiments fragmentés avec toujours ces notions, vous voyez à gauche, ces notions d'escalier là, qui donnent la part belle aux vues en fait, qui permettent de dégager les vues, qui permettent de fragmenter les volumes. Château, manoir, petit manoir. Et vous voyez l'opération dont on parlait tout à l'heure qui est sur la droite de Béranger Vincent là. Voilà, donc effectivement on va avoir vue sur château. Voilà. Donc le château s'appelle le château de Bagatelle, ben voilà, c'est tout à fait. Donc vous voyez émerger les opérations dont on a parlé, hein, vous les avez toutes là, voilà, devant vous, dans les creux, dans les interstices végétales, comme j'ai dit. Et c'est vraiment, et ça, c'est vraiment ce qu'on avait imaginé au début. C'est-à-dire que quand il y a 12 ans, 13 ans, on s'est dit, l'idée c'est de sortir des éléments construits, des éléments végétaux, mais qui soient dans des gabarits, qui soient proches de la canopée. Et ben c'est ça qu'on avait en tête en fait. Voilà. Donc vous êtes des hommes heureux. Alors c'est peut-être un bien grand mot par rapport à ça, mais non, mais c'est assez satisfaisant finalement de se dire que. Alors par contre on n'imaginait pas les types d'architecture, on n'en était pas à ce niveau-là. Mais dans ce que ça va donner comme urbanisme général, oui, c'est plutôt intéressant, satisfaisant, quoi.
Ouais, Tous les bâtiments là, qui sont assez bruts en béton comme ça a un impact sur les propriétés thermiques? Parce que vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est froid, que ça va être plus froid qu'un bâtiment sans enduit, mais ça change rien ou... Non, ça ne change rien. L'isolation est à l'intérieur. Ouais, de toute façon, ouais. L'isolation est à l'intérieur. La grande différence entre une isolation à l'intérieur et une isolation par l'extérieur, c'est la gestion des ponts thermiques. Voilà, ouais, Voilà, ok. c'est l'endroit où le froid rentre, où le chaud sort. Enfin, Puis il y a un autre élément qui est assez important quand on met l'isolant à l'extérieur. On garde le béton à l'intérieur quand on construit en béton. Et le béton, ça crée un système inertique. Ouais. L'inertie dans un bâtiment, c'est quand il fait chaud par exemple, qu'on le ventile la nuit. Le béton prend la fraîcheur de nuit et quand vous fermez les fenêtres le matin, le béton restitue la fraîcheur. De la même manière que quand le bâtiment se réchauffe, les bétons se réchauffent. En fait, on ne s'est pas réchauffé un plâtre, on s'est réchauffé un béton. Donc le gros intérêt d'envelopper le bâtiment avec de l'isolant plutôt extérieur, c'est qu'on fait bénéficier, on va dire, d'une autorégulation thermique des bâtiments, ce qui, dans les temps actuels, est plutôt intéressant. Nous, on vit par exemple dans une agence qui est entièrement en béton, sur laquelle on a fait une façade trombe, une façade thermique sur la façade sud, qui se gère par ventilation ou par clôture en été et en hiver. Et en fait, alors c'est une épaisseur, c'est une double peau dans laquelle il y a des grands éventails là, qui permettent de filtrer le soleil. Et cette peau, en fait, elle nous permet de surventiler ou de fermer pour faire un matelas de pré-réchauffage. Eh bien, dans ces bureaux-là, on n'a pas de gestion du froid d'été ou de gestion de la chaleur d'hiver. On l'accumule par une pompe à chaleur à l'étage. Et tous nos bétons réagissent de manière lente. Et la grande difficulté, c'est d'apprendre à vivre avec. C'est-à-dire que les pratiques domestiques ou les pratiques de travail disent, par exemple, quand il fait chaud dehors, qu'on ne ventile pas le bâtiment durant les fenêtres. Et au début, si on ouvrait, on aurait moins chaud. Mais en fait, non, c'est faux. En fait, on fait rentrer la chaleur et ça cuit le système. Donc, il faut rester avec un écart de 10 degrés entre dedans et dehors qu'on a gardé de la nuit. Et donc, ce qui se passe, c'est que même dans le logement domestique, faire avec les nouvelles températures, par exemple, oblige à changer de pratique. Et on appelle ça la vie de thermos, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vivre moins ventilé, quoi. alors ça, c'est le dernier îlot qui est en consultation hein, encore aujourd'hui. Hein. On est en consultation architecte. Consultation architecte là. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, oui. On est en consultation architecte. Donc le dernier îlot qui s'appelle l'îlot O. Voilà, il a un nom. C'est ça. Hein. Avec l'orangerie, vous voyez dépasser son toit derrière, son petit mur ici, enfin voilà, qui est juste derrière ici là. Donc le sujet d'implantation, on va continuer. Le sujet d'implantation, il est aussi extrêmement important. Vous voyez le nombre d'arbres qu'il y a. On est vraiment dans ces chambres vertes, hein, vous voyez, qui sont limitées par cette frondaison d'arbres. On devine, on en revient là vers le. On a fait en fait un grand circuit. On revient vers le boulevard Marcel Paul. On va revoir les premières opérations qui ont été faites, hein, parce que en fait, quand vous prenez le plan, le phasage a été fait dans les sens des aiguilles d'une montre. On a commencé de Marcel Paul, on est allé vers l'école Mandela qui est à l'est, et puis on revient vers Marcel Paul. Vous voyez, le terrain est descendant vers le rue, là-bas. La gestion hydraulique des opérations sont les unes dans les autres pour pouvoir faire cheminer les eaux jusqu'en bas. Ouais, c'est ça. Et donc chacun dépend, depuis la vallée, en montant en amont, chacune des opérations est dépendante de l'autre pour arriver à faire circuler les eaux d'une opération dans l'autre. En fait, il y a une rétention qui est obligatoire sur chacun des îlots, avec ce qu'on appelle une régulation, c'est-à-dire un débit de fuite qui renvoie sur l'autre derrière et qui renvoie successivement comme ça en cascade jusqu'au ruisseau en bas. Donc ça permet aussi de filtrer les eaux, hein, puisqu'on est en gestion aérienne, hein, on n'est pas en tuyau. Donc on va repasser sur les opérations les plus anciennes en fait, qui datent de, maintenant ça fait presque 10 ans. Hein.
à une demande du propriétaire foncier, donc privé, qui était là, qui avait tout ça, d'aller assez vite dans la procédure de vente. Et puis de toute façon, c'était un terrain qui était constructible, il n'avait pas besoin de modification. Une fois que les accords se sont mis en place par rapport aux limites de préservation, parce que ça a été un des gros sujets, bon appétit, un des gros sujets de quelle distance on a par rapport au château, comment on préserve le château, l'orangerie. Ça, c'était des discussions assez fortes au démarrage, mais après, les terrains étaient libres. Donc finalement, rentrer dans un processus de ZAC qui est un processus très long, dans lequel il y a plus, on va dire, d'intervention de la force publique, n'était pas forcément souhaité par le propriétaire privé, qui a pu vendre par tranche son terrain à un aménageur qui a été mandaté, sous couvert effectivement des objectifs de la métropole. Mais c'était un processus beaucoup plus simple et plus rapide. Et de mémoire, c'est ça la raison qui a fait qu'on n'est pas allé sur une ZAC. Comme celle qu'on va aller voir à la Pelousière, là qui est une... Ce qu'on peut dire aussi, c'est que comme c'est quand même un marchand, il savait qu'il avait besoin de négocier tout ce qui est en face. Oui, parce que c'était aussi à lui. Il s'est donné des moyens de pression. Oui. Pour dire le truc. Oui, oui, bien sûr. Et justement, cette partie-là, est-ce que c'était une opération simultanée ou... Alors, elle était... le problème, c'est qu'elle nous est arrivée un peu dans le dos. C'est-à-dire que... nous, on ne l'a pas vu venir. Je ne crois pas que la collectivité l'ait vu arriver non plus, parce que autant nous, là, on avait des préoccupations importantes sur la question environnement, sur la question du stationnement, enfin, sur la question des modes d'habiter. Autant là, c'est parti en live total, sans contrôle. Et ça a été découpé, vendu, machin, sans programmation, parce que là, autant il y avait des programmations. On savait qu'on allait avoir une école, on savait qu'on avait des logements, on savait qu'on allait avoir un peu de services de rez-de-chaussée, des aménités pour les habitants. Enfin, voilà, il y avait quand même une résidence service. Enfin, là, rien. C'est-à-dire que ça s'est fait tout seul, comme à l'ancienne, quoi. Et c'est un vrai problème parce que nous, on a eu donc ça s'est fait simultanément. Ça nous a rattrapés parce que, évidemment, on est dans un processus privé beaucoup plus rapide. On s'est retrouvé avec des problématiques de stationnement, de report, parce que eux, ils faisaient comme le Plume à l'époque, le PLU à l'époque demandait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop de... Parce qu'en plus, on bénéficie des 500 mètres de la station de tram sur laquelle on était tout à l'heure. Donc on a 0,5 de place de stationnement pour du libre. Et on se récupérait toutes les bagnoles chez nous. Donc les élus, à un moment donné, nous ont dit, mais attendez, c'est plus possible, là, votre conception du quartier Bagatelle, elle marche pas. Ouais, mais enfin, c'est pas que de notre faute, quoi. Voilà, donc on s'aperçoit que la gestion urbaine, elle est quand même assez complexe, et à la fois dans ses synchronicités, parce que si cette opération-là était arrivée plus tard, on n'aurait sans doute pas eu les mêmes conséquences chez nous. Enfin, voilà, et c'est ça qui est qui est complexe dans la planification urbaine.